Alors, bien sûr que j'ai des petites choses à dire si jamais on a de la difficulté à démarrer la période de questions. Surtout que s'il m'apparaît qu'il y a un lien, parce que c'est un peu difficile dans ces trois sujets-là d'aller chercher un lien, c'est malheureusement pour moi une notion qui, comme vous le savez, m'est plutôt, sinon étrangère, à défaut suspecte, c'est-à-dire le progrès. Moi, je suis pas quelqu'un de particulièrement déterministe ni téléologique, mais il m'est apparu que dans les trois communications qu'on a eues, il y avait l'impulsion, en tout cas, de la mobilité, était un certain soit rattrapage de la modernité, rattrapage de la connaissance, rattrapage de l'international, la modernité étant aussi un des thèmes qui a été invoqué pour la mise en place de ces systèmes de mobilité, notamment avec la France. Mais bon, je voudrais surtout pas engager la conversation sur le progrès. Donc, je vous invite à poser des questions et à émettre d'autres éléments. D'abord, merci à vous trois. Très intéressant les présentations. J'aurais deux questions. La première pour Marie-Laurence et la deuxième pour Yannick. Donc, en premier, je me demandais si tu pouvais nous parler peut-être du défi que représentait le travail dans les sources, à la fois parce que ton objet d'étude est clandestin, mais aussi transnational. Je ne sais pas si tu as dû faire beaucoup de voyages pour tes sources. Donc, ça m'intéresse d'avoir les défis. Et pour Yannick, peux-tu nous expliquer pourquoi n'est pas fini la carrière des universaux? 600 ans, ça commence à faire long pour une chicane. Donc, je ne sais pas si tu peux éclaircir le tout, s'il te plaît. Merci. OK. Oui, effectivement, traiter de la clandestinité, ça pose plusieurs défis méthodologiques. Dans le cadre de mon mémoire, plus largement, j'utilise un mélange de sources écrites, de sources orales. Donc, je travaille avec plusieurs fonds d'archives de regroupements féministes. Là, les résultats que je vous ai présentés se basaient seulement sur un de ces fonds d'archives-là. Mais c'est ça, je travaille avec plusieurs regroupements féministes. Je travaille aussi avec des sources orales. Donc, j'essaie de cerner les phénomènes clandestins de cette façon-là. Mais oui, en fait, la première fois que je suis allée aux archives, j'étais bébé nerveuse, là. C'était de voir ça passe ou ça casse. Est-ce que je vais trouver des choses, des documents qui parlent finalement de ces réseaux clandestins-là? Parce que ma grande peur, c'était que finalement, l'illégalité de la pratique fasse que ça ne soit pas inscrit dans les procès-verbaux. Parce qu'il faut savoir que ces fonds d'archives-là de regroupement féministe sont surtout composés de procès-verbaux de réunions, de publications aussi que les groupes ont fait. Mais c'est ça, j'avais bien peur que la réalité illégale ne soit pas présente dans les écrits, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, les féministes s'étendent largement sur la manière dont s'organisent les réseaux et c'est comme ça que j'ai pu faire émerger cette réalité-là. Pour l'aspect transnational, c'était aussi un questionnement parce qu'en fait, c'est ça, je fais émerger l'aspect transnational, mais vraiment à partir d'un organisme qui est ancré au Québec, qui est très, très national. C'est ça, c'est la décision de faire ça plutôt que, disons, de me pencher sur l'étude d'articles de journaux des deux côtés de la frontière, qui aurait pu être une autre option. Ça a été vraiment de voir que les auteurs, le peu d'auteurs qui se sont intéressés au réseau transnationaux d'avortement que j'ai mentionné dans la présentation, avaient fait ça à partir finalement d'archives de regroupements féministes. Donc, ça a été un peu le point de départ de ma réflexion dans ce sens-là. Puis, c'est ça, je trouve ça plus près aussi de l'objet d'étude que d'utiliser, disons, des discours là, présents dans la presse ou des choses comme ça. C'est un peu... En ce qui concerne la querelle, en soi, la querelle est terminée. Mais c'est la question de que sont les universaux qui n'est pas résolue. Parce que la querelle, temporellement, est circonscrite, mais comme on s'attaque à une question qui n'est pas tangible, elle est premièrement difficile à prouver d'un côté comme de l'autre. Et comme on l'a vu, c'est une question de position graduelle. Donc, si on se tient dans un extrême comme dans l'autre, ça devient tout simplement absurde. Comme de dire que, tout simplement, il y a seulement des entités singulières et donc, pourquoi est-ce que notre cerveau fait des liens qui pourraient englober plusieurs choses? On voit que ça ne fonctionne pas. Et de l'autre côté, dire que tout a une essence, ça fait juste multiplier infiniment les entités, en fait. Un exemple qui est particulièrement facile à imaginer, c'est que lorsqu'on dit que
deux choses distinctes ont une essence, comme la blancheur, par exemple, commune. Ça veut dire qu'ils ont également en commun une similitude. Donc, une similitude vient d'être une autre entité de plus, ce qui fait que pousser le questionnement à l'infini n'est pas vraiment pas pertinent parce qu'on ne peut pas le résoudre comme c'est pas tangible et ça ne répond pas non plus à des mécanismes de prouver, par exemple, que il y a des atomes, par exemple, de mouvement. Je ne sais pas si on voit, c'est vraiment un processus cognitif qui est difficile à retracer, selon moi. D'autres questions? Alors, j'aurais un commentaire et une question. Bon, d'abord, pour Xavier, je trouvais ça vraiment très intéressant de cette remise en perspective des coopérations France-Québec dans la mobilité étudiante, parce qu'elle est aussi au cœur de l'actualité. À l'Université de Montréal, moi, je suis en co-tutelle internationale France-Québec et un étudiant sur deux au département Histoire de l'UDM est en co-tutelle. Et je me suis rendu compte que les lois que tu citais de 1965 et après sur le défraiement et droits de scolarité, les ententes, il y a notamment aussi les coopérations France-Québec ou programme Frontenac qui soutient les mobilités de recherche comme ça. Et actuellement, c'est décisif pour certaines recherches où nous-mêmes, on est pris dans ces réseaux-là de mobilité et ça nourrit et ça enrichit aussi nos réseaux. Parce que je suis là aussi, mais donc voilà, ça replace dans le temps, ça ne s'est pas construit tout seul, il y a eu 50 ans d'évolution de coopération et ça remettait bien en contexte toute cette transformation-là. Et ensuite, pour Marie-Laurence, c'est ça, je voulais savoir, c'est une question bête de néophyte, où là aussi je compare un peu avec la situation que je connais en France, et je voulais savoir, est-ce que l'avortement est par exemple remboursé par la RAMQ ou reconnu, ou est-ce que dans les centres d'accompagnement de santé, une jeune fille qui est enceinte, qui est perdue, peut se faire avorter librement. Et je sais par exemple en France, c'est pris en charge par la Sécu, et notamment dans des contextes où les milieux sociaux défavorisés, où parfois des filles sont enceintes à 13, 14, 15 ans. Et heureusement, le tabou est quand même baissé. Il y a la prise en charge financière. Et est-ce que là, il y a la même chose ici? Est-ce que comment ça se passe un petit peu? Oui, à ma connaissance, en tout cas, oui, c'est pris en charge par la RAMQ. Mais ça a été quelques années quand même après la décriminalisation. Ça n'a pas été automatiquement en 88. Ça va, parce qu'il y a des luttes au début des années 90 sur la question de l'avortement, pour que ce soit, justement, là, c'était libre, mais il faut que ce soit aussi gratuit. Donc, si je ne me trompe pas, ça va au début des années 2000 avant que ce soit gratuit. Ouais. Mais il faut savoir aussi qu'encore aujourd'hui, l'accès aux ressources pour avortement n'est pas si facile que ça au Québec. Je n'ai pas la statistique exacte en tête, mais c'était près de 50% des avortements qui se font quand même au privé. Il y a seulement 14 CLSC à travers la province qui pratiquent des avortements. Et donc, c'est ça, il y a quand même une difficulté d'accès encore aujourd'hui pour X, Y raison. Mais au moins, c'est remboursé par la RAMQ. Ouais. Merci. D'autres questions? S'il vous plaît. J'avais une question pour Yannick. Dans le débat sur le nominalisme, est-ce que ça n'a jamais venu un côté ou l'autre, une question de hérésie, une question héréticale? De grammatical. Non, en anglais, heresy. Oui. En fait, le problème, c'est qu'il y a souvent... les disciplines se chevauchent. En soi, Guillaume de Cam est justement un très bon exemple dans la manière où lui, comme j'ai dit, il ne va pas rejeter l'omnipotence, mais en disant que c'est pas nécessaire, il va quand même pas être bien accueilli, justement, seulement, je crois que c'est 4 ou 5 ans après son commentaire des sentences, il doit s'exiler parce qu'il est convoqué à Avignon pour hérésie, justement. Oui, il y a des problèmes, mais souvent, quand on s'en tient au réalisme, c'est plus facile de les éviter. Mais de ce que je vois, c'est que les penseurs vont souvent sauvegarder des entités qui ne sont pas nécessairement utiles ou nécessaires
pour justement éviter ces problèmes d'hérésie, parce que, veux pas, c'est un monde fondamentalement chrétien, et c'est pas nécessairement par choix qu'on les conserve, c'est que ça fait partie de notre réflexion. Il y en a qui vont seulement, par exemple, les éviter. Par exemple, Jean Buridan qui va toujours dire que lui n'est pas formé pour répondre à ces questions, donc il fait juste les balayer du revers de la main. Et justement, ça évite les questions d'aller sur des terrains glissants. Merci pour les 3 présentations vraiment intéressantes. Ma question était pour Marie-Laurence. Je me demandais qu'est-ce qu'encouraient les femmes si elles quelqu'un arrivait à prouver justement qu'elles avaient eu un recours à un avortement, qu'est-ce qu'elles encouraient? Puis, tu as dit aussi que dans ton corpus, tu allais avoir des sources orales. Donc, je me demandais, est-ce que c'est des femmes qui ont eu recours à des avortements pendant ce temps-là ou c'est plus des gens qui ont été dans les comités dont tu parlais? Oui, ben pour l'histoire orale, c'est pas des femmes qui ont vécu des avortements clandestins pour des raisons éthiques, mais c'est plutôt justement des féministes qui ont participé activement à ces réseaux-là, qui faisaient partie, là, c'est ça, des réseaux militants. Pour ce qui est des peines encourues, il y avait des amendes, plus souvent des peines de prison. Là, pour la durée des peines de prison, par contre, je suis plus certaine à 100%, là, mais ça faisait... En fait, l'avortement faisait partie du code criminel, donc c'est ça, c'est des peines de prison. Pour les femmes, pour les médecins aussi qui les pratiquaient. Merci à vous 3 pour la présentation. Ma question est aussi pour Marie-Laurence. Tu as mentionné dans ta présentation que lorsqu'il y a eu les réseaux clandestins qui étaient vers les États-Unis, des évaluations et certains retours sur la qualité des installations étaient faites par les femmes et par même des groupes féministes qui allaient visiter les installations. Mais ma question était, est-ce que le parallèle se faisait lorsque c'était à Montréal que les opérations se déroulaient? Est-ce que les médecins étaient évalués par les féministes? Et est-ce qu'on pouvait dire, mais c'est illégal, mais celui-là, vas-y pas, il est pas propre? J'aurais tendance à dire que oui, c'était moins, c'était moins clair, disons, dans les archives, l'aspect à Montréal. Probablement aussi parce que le fonds que je dépouillais était principalement, parlait beaucoup des voyages vers New York. Mais j'aurais tendance à dire que oui, parce que en fait, c'est ça, il faut savoir. Faut se rappeler, en fait, que les femmes déboursaient pour ces avortements-là, qu'il y avait quand même un rapport de clientélisme qui s'établissait avec les cliniques. Donc, ce n'est pas seulement des patientes, c'est aussi des clientes. Donc, le fait de référer des femmes, et c'était en masse dans le cas des voyages vers New York, à des cliniques, constituait quand même un revenu important pour ces cliniques-là, ce qui façonne finalement le rapport de pouvoir des groupes féministes avec ces cliniques-là. Donc oui, à partir du moment où on peut dire, on réfère plus à cette clinique-là, il y a un certain contrôle, si on veut, qui s'installe. Puis j'aurais tendance à dire que c'est la même chose à Montréal. Mais je pense, vite comme ça, que c'était peut-être moins accentué à Montréal parce que un autre aspect, justement, qui émerge des sources, c'est le fait un peu que les cliniques américaines pouvaient vouloir profiter des femmes qui ne parlaient pas anglais, bien souvent qui se rendaient là, qui ne parlaient pas anglais, donc qui étaient un peu dans une situation de vulnérabilité. Il n'y avait pas toujours une femme du comité qui accompagnait les groupes vers ces cliniques-là. Donc, c'est ça, des fois, les femmes se trouvaient dans des positions très, très vulnérables dans les cliniques américaines. Donc, c'est quand même pas... je ne veux pas qu'on ressorte de là avec l'idée que les voyages vers New York étaient la meilleure solution au monde, là. Mais c'est ça, le rapport de pouvoir faisait qu'il y avait un certain contrôle de qualité. Ça répond. D'autres questions? Parce que moi, j'en aurais quand même quelques-unes. Vous me permettez de les poser? J'en ai une pour les 3, en fait. On va commencer par Xavier. C'est clair qu'on parle là d'un sujet qui est du jour, qui est ce sujet qui nous concerne beaucoup parce qu'effectivement, comme on l'a vu, on est dans des milieux étudiants, donc qui vivent cette mobilité d'un côté comme de l'autre. Mais en termes administratifs, on distingue beaucoup la mobilité sortante chez nous, la mobilité sortante de la mobilité entrante.
Et comme on l'a bien montré, la mobilité entrante est nettement supérieure à la mobilité sortante. Et c'est une des choses sur lesquelles les universités québécoises travaillent activement aujourd'hui pour favoriser cette mobilité sortante. Et la question qu'on se pose, moi la première, parce que je fais partie de ces comités qui se penchent sur ces questions-là, qu'est-ce qui fait que les étudiants québécois sont plus réticents à sortir de chez eux que les étudiants étrangers, ou particulièrement peut-être français, ont à venir ici? Que beaucoup de personnes, on aimerait avoir la réponse exacte. Là. Je ne suis pas sûr que je l'ai pour vous, la réponse. Mais dans ce que tu vois. Dans ce qu'on voit dans les recherches, c'est certain que, premièrement, dans l'esprit de l'entente initiale, c'est du donnant-donnant, comme je l'avais montré dans les articles qu'on citait. C'est toujours on s'aide pour aider l'autre et on se partage, dans le fond. Pour France-Québec, qui est l'exemple qu'on a utilisé dans la présentation, c'est sûr que si par exemple, on forme un comptable agréé en France, mais on pourrait avoir son équivalence ici. Donc, on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait bloquer à ce moment-là pour cette personne-là de venir, à part si elle n'a pas l'intérêt. Donc, pour rétablir un peu l'équilibre des forces dans tout ça, c'est certain que le but de l'entente est de faire ça, mais les manières d'y arriver, honnêtement, je ne sais pas trop comment on peut y arriver. C'est vraiment un aspect plutôt... on parlait tout à l'heure des parents qui, par exemple, vont amener leur enfant en voyage lorsqu'ils vont être jeunes. Ça va leur donner une certaine... Ça faisait partie des choses qui étaient des motivateurs de déplacement. Oui. Je me rappelle que c'était un aspect... C'est ça. Donc, peut-être que là, c'est sûr qu'on parle de façon très hypothétique, mais peut-être qu'on a moins cette ferveur-là de vouloir partir à l'aventure un peu. Tout à fait. Parce qu'en fait, on a non seulement des subventions pour le faire, mais il n'y a pas de frais de scolarité en France, alors qu'ici, on doit les payer. Exact. Donc, les considérations économiques sont finalement plus avantageuses pour un Québécois qui s'en va en France. Mais on voit que c'est le nerf de la guerre, selon certains chercheurs, mais c'est pas parce qu'on vous offre sur un plateau d'argent que vous voulez prendre le plateau d'argent non plus. Donc, c'est un peu ça qui est un peu la problématique, c'est de comment arriver à motiver les jeunes, mieux leur exposer c'est quoi les avantages de justement obtenir de se prévaloir de cette mobilité-là. C'est ce qu'on essaie de faire, vous vous en doutez bien, dans ces comités qui Exactement. favorisent la mobilité étudiante sortante. C'est pour ça que les chercheurs disent que, par exemple, pour certains étudiants, c'est de plus en plus considéré comme un avantage sur les autres d'avoir fait de la mobilité internationale, peu importe où on va. Mais c'est aussi, ça revient, une part de la responsabilité revient aussi aux entreprises qui engagent ces personnes-là. Si on ne reconnaît pas à la juste valeur, comparativement en France ou au Québec, peu importe, le fait de s'être prévalu de ces programmes-là, ben c'est sûr que là, on diminue un peu la valeur de ça, donc ça va moins forcer les gens à y aller. Donc peut-être qu'il y a un petit travail à faire du côté des employeurs aussi qui vont engager les gens qui font de la mobilité internationale, peut-être qui disait véritablement un avantage sur les autres, comme certains le pensent. En tout cas, tu travailles sur un sujet qui est en plein développement. Vous allez certainement être appelé à servir de personnes ressources parfois dans des comités de cet ordre. Pour Yannick, la partie espace était bien présente là, dans la communication qui a été donnée. Et la partie réseau, elle était plutôt dans la dernière diapositive, si on veut. Puis on n'a pas eu le temps tellement d'en parler puisqu'on avait 15 minutes. Puis je me demandais si on ne pouvait pas un petit peu plus élaborer là, sur cet aspect réseau. On nous a montré un ensemble de penseurs qui s'ils n'avaient pas nécessairement répercuté l'influence de Guillaume d'Occam dans leurs écrits, avaient néanmoins été imprégnés de la vision nominaliste du mouvement. Donc, en termes de réseau, comment on expliquerait ça au niveau je dirais, des échanges, des lieux de savoir, de la circulation du savoir, etc.? Okay. Un des premiers problèmes, c'est que lorsqu'on regarde les textes avant Occam et après Occam, on a l'impression qu'il y a une certaine continuité dans la manière de traiter le mouvement comme une entité. Ça s'explique par le fait que Jean Buridan a développé une théorie qui a été beaucoup traitée dans l'historiographie,
qui est la théorie de l'impetus, qui a été considérée comme précurseur de l'inertie et donc a vraiment eu beaucoup d'importance. Mais ce qui arrive, c'est que cette théorie-là ressemble beaucoup à la manière d'approcher le mouvement de Walter Burley, qui est un peu le concurrent d'Occam et qui le suit de Oxford à Paris. Donc, lorsque les historiens se sont penchés sur la filiation des idées, on a l'impression que Burley a simplement été le précurseur de l'inertie et donc des nominalistes de Paris, malgré sa position réaliste. Le problème, c'est que Burley va surtout adapter le concept de mouvement à son réalisme en le contorsionnant un peu, si on peut dire, tandis que Buridan, Nicolas Rem, Albert de Saxe, par exemple, vont vraiment séparer le mouvement de sa réalité ontologique. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une continuité au niveau des théories, mais la méthode change dans la manière de percevoir les concepts. Les concepts sont justement sont seulement perceptibles à l'intérieur de l'esprit comme un processus qui englobe plusieurs choses à la fois, justement. Et c'est pour ça qu'on a longtemps pensé que Occam avait juste servi à développer la logique et non pas le mouvement. Mais selon moi, j'ai pas toujours terminé mes choses encore, mais j'ai vraiment l'impression que à partir des sentences de Guillaume d'Occam, on change le focus complètement sur le mouvement en tant que processus de l'esprit et non plus le mouvement en tant que qu'est-ce que c'est comme chose et pourquoi est-ce que ça fait bouger les objets. Et plus concrètement, on voit quand même qu'il y a une mobilité étudiante entre Oxford et Paris. Oui. C'est un petit peu ça que je voulais dire, c'est-à-dire que cet aspect-là des choses est néanmoins présent. Il existe un réseau de clercs, lettrés, qui s'échangent des idées, non seulement par le biais de la production écrite qui circule entre les deux institutions, mais bien sûr aussi par les contacts humains qui se sont produits entre eux. Donc, c'était surtout cet aspect-là là, que je voulais un petit peu aller dégager. Peut-être pas trop longtemps pour que je puisse poser la question en fait, à Marie-Laurence. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a comme une cristallisation du savoir qui fait qu'il y a des communautés scientifiques qui se forment, qui sont plus éclatées, comme lors de la réception justement d'Aristote au début, lorsqu'on essaie de l'interpréter. Là, on semble avoir défini les règles du jeu et justement, à Oxford et à Paris, on voit clairement qu'il y a deux communautés qui se sont développées différemment. Même s'il y a mobilité, on voit que chacun a leur manière d'approcher le sujet et c'est un peu nouveau pour la période dans la mesure où justement on passe d'un éclatement à une science commune, justement, normalisée. Oui, exactement. Merci. Marie-Laurence, est-ce que dans le traitement de l'avortement au Québec, tu as remarqué une différence entre les milieux francophones et les milieux anglophones? Le traitement dans quel sens? C'est-à-dire que la clandestinité, là, toi, tu étudies un réseau qui est particulièrement francophone. Oui. Est-ce que tu vois, d'une part, la même, je dirais, dans les réseaux hospitaliers anglophones, il faut dire qu'on a des hôpitaux qui sont anglophones, d'une part, dans les réseaux hospitaliers, une même convergence à respecter la loi, d'une part, et d'autre part, dans les mouvements locaux, communautaires, anglophones, disons, de l'Ouest de la ville? Oui. Pour les centres hospitaliers, c'était plus facile. Il y avait plus d'ouverture. En fait, les premiers hôpitaux à Montréal à avoir mis sur pied des comités d'avortement thérapeutique étaient les hôpitaux anglophones. Fait que oui, il y avait, puis même dans les références que les groupes féministes vont faire vers les centres hospitaliers, c'est principalement vers les hôpitaux anglophones. Ça prend vraiment beaucoup de temps avant que ça s'installe pour vrai dans les hôpitaux francophones. Il y avait même des comités d'avortement thérapeutique qu'on disait bidons, qui refusaient systématiquement les demandes d'avortement en milieu francophone. Pour ce qui est des réseaux plus clandestins, il n'y a pas... En fait,
ce qu'on sait, c'est que le premier service de référence, en fait, à Montréal, venait d'un milieu anglophone. Venait d'un comité étudiant de l'Université McGill. Donc, ça a parti de là, mais en tant que tel, il n'y a pas, on dirait, d'organisme féministe anglophone tant que ça qui a pris le relais de ça. Il y a le New Women's Center qui a été actif quand même à ce niveau-là, mais il a convergé. En fait, le service de référence du New Women's Center puis du comité de lutte ont convergé à un certain moment. Puis c'est pour ça que je dis que le comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit a vraiment pris le leadership de ce mouvement-là. Mais oui, il y a quand même eu certains groupes anglophones. C'est juste qu'ils sont plus difficiles à cerner un petit peu que les groupes francophones à cause de la disponibilité des archives et tout ça. Merci. Donc, je tiens à remercier nos panélistes pour leur très belle communication. Merci à vous tous. On prend une pause pour manger, puis on revient...